San Francisco. Après la bonne dose de nature que l'on vient de prendre, nous voici en direction de la troisième ville de ce road trip, San Francisco. San Francisco, c'est sans doute la plus européenne et la plus tolérante des villes américaines. Plusieurs quartiers sont à voir, tous plus différents les uns que les autres, dans lesquels on ne doute pas que l'on prendra un plaisir à découvrir un quotidien très différent du nôtre. San Francisco, la cité près de la baie, peut parfois ressembler à une montagne russe urbaine, avec ses collines, ses côtes et ses descentes atypiques. Nous entrons dans la ville en traversant le pont d'Oakland, qui nous amène directement dans les downtowns de la ville. Notre première mission est de rejoindre notre hôtel, le motel Capri, situé près de la marina. Pour plus de facilité, nous décidons de laisser la voiture sur le parking de l'hôtel et de partir à l'assaut de la ville à pied. Après avoir rejoint la marina, nous longeons donc le bord de l'eau, en direction de Fisherman Wharf. Ce qu'on appelle le Fisherman Wharf est en fait un ensemble de jetées, dont certaines sont très fréquentées par les touristes et qui sont occupées par des restaurants, boutiques, musées et centres commerciaux. En continuant notre chemin, nous arrivons au Pier 39. Il s'agit de plus de 100 boutiques et d'une dizaine de restaurants avec vue sur la baie, et le foyer de célèbres artistes et musiciens de rue qui s'y produisent tous les jours. But I won't know where I'm going till I get there. You know I wish you felt the same. Avançant sur la mer, ce village de maisonnettes en bois forme le centre commercial à ciel ouvert le plus populaire du Wharf. Tout est coloré et il y règne une ambiance de fête foraine. C'est ici aussi que nous ne pouvons manquer les grandes vedettes du coin, les otaries du Pier 39. Depuis 1990, une colonie d'otaries, fort peu farouche, a élu domicile sur les pontons situés à l'ouest du quai. Au nombre de 300 au début, ils sont désormais parfois le triple en hiver. L'été, beaucoup migrent vers les îles au large de Santa Barbara. Nous continuons la découverte de la ville en direction de Telegraph Hill et les Filbert Steps. Par ces escaliers en bois, une promenade charmante et bucolique le long de maisons de rêve, noyées dans une végétation luxuriante et odorante, nous attend. C'est d'ailleurs par cette balade charmante que nous rejoignons la Cowie Tower, située sur les hauteurs de Telegraph Hill. À sa base, il y a plusieurs endroits où il est possible d'avoir un panorama exceptionnel sur la ville. Haute de seulement 64 mètres, la Cowie Tower est pourtant visible de presque partout à San Francisco. La légende raconte qu'elle a été construite en honneur des pompiers morts lors des grands incendies de San Francisco. Les rues de San Francisco, ce n'est vraiment pas une légende. Ça monte et ça descend. La voiture étant restée à l'hôtel, nous décidons donc de prendre le bus. Et franchement, c'est vachement bien desservi. Alcatraz, c'est certainement une visite que nous ne pouvions manquer. Bien sûr, quand on parle du plus mystérieux et du plus célèbre pénitencier au monde, c'est normal. Pour le rejoindre, il nous faut prendre le bateau et traverser la baie. Et quand on voit la distance qui nous sépare de la ville, on ne peut qu'imaginer les difficultés d'une évasion. L'endroit est reconnu pour ses conditions d'incarcération extrêmement difficiles, ses cellules très exiguës
et ses pièces d'isolement sinistres d'où l'évasion était quasi impossible. Du pont de débarquement, nous suivons le chemin qui grimpe au sommet de la colline pour atteindre le bâtiment principal de la prison, de Cell House. C'est là que notre visite commence, en compagnie d'un audio-guide terriblement bien fait. La visite permet de suivre un itinéraire prédéterminé, marquant de nombreux arrêts, cellules, cuisine, salle de cantine, couloirs et bien d'autres. On peut écouter les témoignages des gardiens et des prisonniers qui ont passé des années dans cette prison. Les cellules et les différentes pièces sont meublées avec du mobilier et des objets d'époque, et certaines scènes de la vie quotidienne des prisonniers et des gardiens ont été reconstituées. La prison d'Alcatraz était un complexe comprenant plusieurs bâtiments. Le Main Building, Cell House, qui accueillait les prisonniers et était divisé en plusieurs blocs. The Dining Hall, la cantine. Building 64, qui servait de logement aux gardiens et à leurs familles. Et divers autres bâtiments et infrastructures, tels que des miradors ou des phares. L'audio-guide nous permet de tout apprendre sur l'histoire de l'île et ses plus célèbres prisonniers, comme Al Capone ou Machine Gun Kelly. Les blocs B étaient réservés aux détenus ne causant pas de problème. Les cellules individuelles mesuraient 1,5 m sur 2,5 m. Elles étaient équipées d'un petit évier, d'un petit lit de camp et de toilettes. Les cellules du bloc D étaient plus spacieuses, mais restaient les moins populaires. C'est en effet ici que les prisonniers étaient mis à l'isolement. Les blocs B et C comptaient 336 cellules. Il y avait 36 cellules d'isolement. La prison accueillait entre 200 et 300 prisonniers. 300 civils vivaient à Alcatraz, dont les femmes et les enfants des gardiens de la prison. Les principaux lieux de vie des familles étaient le bâtiment 64. Le directeur de la prison, quant à lui, vivait dans une grande maison adjacente à la prison. Les détenus avaient droit à une visite par mois et chaque visite devait être approuvée par le directeur de la prison. Aucun contact physique n'était autorisé. Les détenus s'entretenaient avec les visiteurs par interphone et un gardien écoutait les conversations. La visite aborde aussi les nombreuses tentatives d'évasion qui se sont déroulées durant les 30 ans d'activité de la prison. En tout, la prison d'Alcatraz a connu 14 tentatives d'évasion. Ces tentatives ont concerné 36 prisonniers et aucune n'a été considérée comme réussie. Sur ces 36 prisonniers, 2 se sont noyés dans la baie. 6 ont été abattus durant leur tentative. 23 ont été capturés et 5 n'ont jamais été retrouvés. Pendant des années, les responsables de la prison ont déclaré que ces 5 prisonniers avaient dû se noyer, puisque plus personne n'a jamais entendu parler d'eux. L'évasion la plus célèbre est celle de 1962, immortalisée dans le film L'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood. Film que nous n'avons d'ailleurs pas manqué de regarder avant de faire cette visite. Alcatraz, qui signifiait pélican en espagnol, fut nommé ainsi car l'île servait de refuge à cette espèce. D'abord phare en 1854, puis fortin d'une garnison pendant la guerre de sécession, Alcatraz ne devint prison militaire qu'en 1907, puis prison fédérale de haute sécurité en 1934. C'est alors qu'elle entre dans la légende avec l'arrivée de l'ennemi public numéro 1, Al Capone. Devenu le pénitencier le plus célèbre des États-Unis, The Rock, comme on l'appelle aussi, était particulièrement redouté des criminels pour ses conditions de vie pénibles et son isolement, sans perspective raisonnable d'évasion, l'eau à 10-12 degrés étant la principale entrave. Fermé en 1963 par Robert Kennedy parce que trop cher à faire fonctionner et trop vétuste, Alcatraz est devenu aujourd'hui un musée.
Il est maintenant temps pour nous de partir à la découverte du cable car, ce tramway si typique et mythique de la ville de San Francisco. S'il y a bien une chose pour laquelle la ville de San Francisco est réputée, en dehors de son brouillard épais, c'est son relief. Tout voyageur lucide bénit donc les petits cable cars, qui lui évitent de crapahuter à bout de souffle, de bas en haut et inversement. La raison pratique derrière l'invention de ces tramways était de soulager les gambettes des chevaux, pas celles des touristes. Lancés en 1873, classés monuments historiques, les cable cars n'ont pas de moteur. Juste une batterie pour l'éclairage. Ils sont tractés le long des rails par des câbles continuellement en mouvement. Pour avancer et grimper les collines, le gripman accroche sa voiture à l'aide d'une sorte de mâchoire à un câble d'acier sans fin, défilant à vitesse constante de 15 km/h, dans une gorge aménagée dans le sol, entre les rails. Dans les descentes, il se laisse glisser en roue libre, ne se servant que du frein à main. Au terminus, la voiture est retournée sur une plateforme ronde à la main. C'est un métier très physique, avec seulement 30% des prétendants qui réussissent les tests pour postuler à ce poste. Les 3 dernières lignes sont empruntées chaque jour par près de 20 000 personnes. Après l'avoir vu dans de nombreux films, ce fut pour nous une expérience inoubliable. Et je peux assurer que lorsqu'on est sur le marchepied debout, c'est vachement impressionnant. Chinatown de San Francisco est le plus ancien quartier chinois en Amérique et une des plus grandes communautés chinoises hors continent. Grand Avenue est l'axe principal du quartier, avec ses nombreuses boutiques de souvenirs. Lombard Street, c'est la rue la plus tortueuse de San Francisco et l'une des plus célèbres au monde, représentée dans un nombre incalculable de poursuites de voitures au cinéma. Décidé en 1922, ce parcours très particulier permit de ramener à 16% la déclivité de la pente, qui en faisait 27, de sorte que la rue puisse être empruntée par les chevaux. De jolis massifs d'hortensias la fleurissent en été. Le Palais des Beaux-Arts devait représenter l'attraction phare de l'exposition internationale de Panama Pacific, organisée en 1915. L'exposition célébrait la réalisation du canal de Panama et le relèvement de San Francisco de ses cendres après le séisme de 1906. Le concepteur, Bernard Mebeck, a puisé son inspiration dans l'architecture gréco-romaine pour développer la construction sur le thème de ruines romaines. Son intention était de montrer la fragilité de la grandeur et la vanité des aspirations humaines. L'histoire de San Francisco est remplie de faits marquants, dont la ruée vers l'or dans toute la Sierra Nevada, qui expliquerait d'ailleurs, selon certains, le nom donné au célèbre pont rouge. San Francisco était la porte d'entrée de plusieurs émigrants, tous franchissant ce pont, devenu l'entrée dorée. Union Square est le cœur de la ville, avec sa pléiade de grands magasins chics, ses théâtres et ses innombrables hôtels. Desservi par le fameux cable car, Powell Street est animé à toute heure. Bordant une immense esplanade, on trouve le très monumental City Hall, hôtel de ville, construit dans un style inspiré du classicisme français du XVIIe siècle. Ces dames les plus célèbres de la ville, elles sont colorées, siamoises, mais ne se ressemblent pas. Les Painted Ladies de San Francisco, cette rangée de maisons peintes de différentes couleurs, qui est l'un des symboles de la ville et vestige de son architecture victorienne. Haight-Ashbury, c'est le quartier hippie de San Francisco, et il a conservé son atmosphère marginale des années 60. Il s'agit toujours d'un paradis pour trouver de la musique et des vêtements vintage, des posters de stars de la pop culture et des boutiques de piercing. Castro,
c'est le quartier gay de la ville. Mais ce n'est pas que des drapeaux colorés. Ces magnifiques maisons victoriennes et l'architecture du quartier méritent également qu'on s'y arrête. C'est d'ailleurs là que l'on découvrira également la fameuse maison bleue adossée à la colline de Maxime Le Forestier. On y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Après avoir circulé à bord d'un cable car, nous ne pouvions passer à côté de la visite du Cable Car Museum afin de comprendre son fonctionnement et de voir son histoire. Situé sur la colline de Nob Hill, le musée du Cable Car est un lieu idéal pour apprendre comment fonctionne le moyen de transport le plus divertissant de San Francisco, à mi-chemin entre le tramway et le funiculaire. Ouvert en 1974, l'exposition principale du musée explique l'histoire et le fonctionnement du Cable Car. On y découvre également l'énorme machinerie sur laquelle sont tendus les câbles qui permettent au tramway de circuler dans la ville de San Francisco. Le musée du Cable Car permet aussi de voir les anciens funiculaires de la ville, avec des photographies de leur évolution tout au long des siècles. Ici, on comprend comment ils ont été affectés par le grand tremblement de terre qui a détruit une bonne partie du système. Le premier cable car a été largué du haut d'une colline de 93 mètres au début des années 1870. Aujourd'hui, les tramways parcourent San Francisco de long en large et d'est en ouest et sont toujours manœuvrés à la main. Un chauffeur, souvent au large sourire, reste fermement agrippé au frein et dose en permanence la vitesse de ces petites bêtes mécaniques. Westbound, far as he can make it. On denial, touchdown, looking for the darkest street on the bay. Hoping to start a revolution, a revival. A few days in and he can. Lors de notre premier passage au Golden Gate, nous n'avions fait que l'approcher, sans pour autant l'emprunter. Ce sera donc chose faite aujourd'hui. Inauguré en 1937, le Golden Gate, c'est 2,6 km de chaussée à 67 mètres au-dessus de l'eau, 1 million de tonnes d'acier, 129 000 km de câbles et 25 peintres qui le repeignent en permanence. Il est possible de le traverser complètement à pied, mais vu la distance, nous n'aurons fait que la moitié. C'est déjà notre dernière soirée dans cette ville qui a littéralement conquis notre cœur. Et nous profitons de cette soirée en admirant le coucher du soleil à Fisherman Wharf et au Pier 39. C'était donc ça, San Francisco, la ville où les collines sont plus raides que la pente d'un toboggan, mais où la vue en haut vaut chaque pas et chaque souffle repris péniblement. Des 3 grandes villes visitées lors de ce road trip, Los Angeles, Las Vegas et San Francisco, c'est cette dernière qui remporte tous les suffrages. Cette ville cosmopolite est agréable, accueillante et diversifiée. Pour la quitter, nous arpentons enfin ces rues en voiture, après y avoir usé nos chaussures. Et bien entendu, nous ne pouvions nous empêcher de passer par la fameuse Lombard Street. Pour résumer notre séjour ici, San Francisco, c'est un mélange unique, un parfum de liberté, une pincée d'excentricité et un grand bol de paysage à couper le souffle. Une ville où on se sent tout de suite accueilli, à condition de ne pas avoir peur des pentes. So near to the shore, but so far away. Here we go, San Francisco.